Alors Valentin Demey, du coup journaliste à Cryptost, qui est un des médias majoritaires dans l'écosystème en France. Donc je vais essayer d'animer un petit peu cette table ronde et d'échanger sur ces sujets qui sont tout frais, puisque on a vu lundi qu'on n'est pas passé loin pas passé loin de se faire interdire le proof of work en Europe, mais on va y revenir justement. Moi, Allez. Florian Ernotte, avocat au barreau de Liège. Je suis avocat dans tous les secteurs blockchain et technologie, avec une spécialisation en fiscalité. Donc voilà, je participe avec plaisir à cette table ronde. Et je suis Marc Zeller, je travaille chez AV depuis 2019. Je suis Head of Developer Relations et Head of Integration, ce qui veut dire en français et en mots normaux que je crée les ponts entre les différents protocoles et le protocole AV d'un point de vue technique. Et c'est un plaisir de participer à cette table ronde à Bruxelles. Et donc, effectivement, en direct de Bruxelles, merci à l'événement de nous accueillir. On reprendra cet extrait aussi sur Cryptost en fin de semaine, donc ça sera aussi tout frais pour échanger sur ces sujets. On va parler de DeFi, parce que ça te concerne beaucoup. On va parler aussi de NFT, parce que dans le cadre de la réglementation, on a vu beaucoup Mika agiter les foules sur l'interdiction du proof of work, et ça a été cet amendement refusé lundi de justesse, mais ce n'est pas passé. Une des commissions parce que c'est en fait ce qu'on appelle la trilogie, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, le trilogue. Ouais. Le trilogue, pardon, qui du coup fait des allers-retours pour essayer d'avoir cette version finale de Mika. Dans l'une des instances, eh bien, il fallait donner cette version. Proof of work voulait être interdit. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu du coup sur ce qui a failli nous arriver il y a quelques jours où on a failli perdre le proof of work en Europe, Florian? Marc, tu compléteras en deux mots. Ce qui s'est passé, c'est qu'initialement, ils voulaient effectivement ne pas en parler. Puis il y a eu deux députés parlementaires européens qui ont fait une proposition pour clairement bannir Bitcoin. Et puis ça a été retiré. Stéphane Berger, la personne référente dans la sous-commission Econ, avait tweeté le 7 mars que c'est bon, on n'avait plus de ban. Et puis la semaine passée, patatras, on nous a ressorti cette proof of work ban qui était sous deux formes, sauf erreur, et il y avait une proposition soft et une proposition plus dure, et finalement, on a voté contre cet ajout. Et Marc, tu peux nous parler de... Moi, ce qui m'impressionne, c'est que on n'est pas passé loin d'une sacrée catastrophe pour l'écosystème, puisque la version dure du texte qui est arrivée entre le moment où on est passé du brouillon, le draft, à la version finale, prévoyait que, on simplifie là-dessus, puisque c'est un texte plus d'une centaine, presque de 200 pages, et c'est assez complexe la législation, mais prévoyait que les actifs utilisant la preuve de travail, c'est-à-dire de la puissance de calcul afin de sécuriser le réseau, c'est-à-dire plus de 90% de la valeur échangée aujourd'hui dans le marché est concernée par ça, puisqu'on parle de l'actif Bitcoin et de l'actif Ethereum tel qu'il existe aujourd'hui, se retrouvait non pas seulement interdit de faire déployer de la puissance de calcul sur le territoire européen, mais aussi interdiction pour les fameux PSAN, sur le terme français, VSAP sur le terme international, d'échanger, de détenir, de proposer des services liés à ces actifs-là. Donc en fait, c'était de facto une interdiction de 90% du marché des cryptos, et du coup, une mise à mort de l'industrie européenne dans le secteur au profit des autres acteurs internationaux, puisque la blockchain n'a pas de nationalité particulière, et du coup ça aurait été un cadeau monumental pour Londres, très probablement, et monumental pour les États-Unis, avec tous les cerveaux, toutes les industries, tous les acteurs qui auraient pris un aller simple pour d'autres territoires. Avec l'executive order de Biden qui a été voté exactement, même pas 3 jours avant. Quoi. Voilà, 3 jours avant, les États-Unis font quelque chose à 180 degrés en disant il y a une industrie qui est naissante, elle est intéressante, il faut légiférer, réglementer et donner un cadre afin de faire grandir dans un cadre raisonnable cette activité. Et du coup, l'Europe a failli se tirer, bon, c'est pas la première fois de son histoire que ça arrive, mais une énorme balle dans le pied et tuer son industrie, alors que le territoire européen représente et a la chance d'avoir parmi les meilleurs protocoles. Sur les 10 plus gros protocoles de la finance décentralisée, 8 sont d'origine, entre guillemets, européenne.
On citera l'américain Compound qui est à la 10e place et le sud-africain, c'est compliqué d'y adosser une nationalité, Curve, qui est dans le top 3 selon la manière dont on compte. Mais à part ça, tous les acteurs ont une origine, Un pied européen. un pied européen en tout cas, si ce n'est qu'une partie des équipes. Donc en fait, on allait tuer ça du jour au lendemain en un vote. Et là où je veux bien insister, c'est qu'il y a eu un débat démocratique, puisque ce n'est pas des choses qui se font dans une arrière-cour, etc. Il y a eu un débat démocratique. Ces députés ont proposé cette interdiction. Les débats ont fait que ça a été retiré du texte. Et par des intrigues de palais, entre on passe du brouillon à la version finale, ils ont tenté de réintroduire Quelques jours avant. donc pas de possibilité de débat possible, cette interdiction. Pour moi, ça heurte la démocratie européenne de faire ce type de choses, et c'est plutôt bon signe que les personnes qui ont participé à ce vote n'ont pas accepté ce type de comportement. 36 sur 300. Ouais. 36-24 et ils sont 36, 300 sur cette commission. Et effectivement, ça, le week-end précédent, parce que effectivement c'était samedi, dimanche, ça a beaucoup agité. On a vu les forces vives de l'écosystème européen agiter les drapeaux rouges pour dire attention de ne pas faire de bêtises, exactement pour ce que tu viens de dire là, Marc. Mais cette interdiction du proof of work, c'est une partie de MiCA. On rappelle, MiCA, c'est Market in Crypto Asset, cette grosse régulation qui va arriver, qui pourrait englober justement un peu tous les NFT, la DeFi, et peut-être faire un micmac incompréhensible. Et je sais que justement la DAN et d'autres institutions essayent d'expliquer qu'il ne faut pas tout mettre dans un même package et brouiller les pistes. Est-ce qu'on peut revenir justement ensemble sur les autres points que MiCA concerne? Dans un premier temps, la DeFi, parce que Marc, du coup, tu travailles chez AV. Est-ce que c'est dans les 10-15 que tu citais, AV est le premier, je suppose, du coup, sur premier ou deuxième, c'est ça? Premier ou deuxième, ça dépend du marché, des fluctuations. Donc, tu es bien placé pour voir un petit peu ce qui se passe. Du coup, comment MiCA impacte la finance décentralisée? J'ai cru comprendre qu'elle pouvait interdire les DEX, ou en tout cas donc les échanges décentralisés, ou en tout cas menacer aussi les stablecoins. Certains stablecoins, où est-ce qu'on en est du coup pour MiCA concernant la DeFi cette fois-ci? Alors comme on le sait, il y a eu des changements de dernière minute, mais si on parle du texte et de ma compréhension, je ne suis pas juriste, je laisserai les spécialistes en parler, je ne suis qu'un acteur de l'écosystème. En vrai, MiCA, ce n'était pas quelque chose d'absolument négatif pour l'écosystème, puisque en fait, avoir un cadre, c'est toujours meilleur pour une industrie, pour des entrepreneurs, pour des protocoles. C'est toujours mieux que de ne pas savoir. Parce que ne pas savoir, c'est de la confusion. La confusion, du coup, ça crée certaines craintes et certains freins pour les gens qui veulent participer à ce marché, notamment les institutions. Et le texte avait été pas parfait pour l'industrie, c'était pas un chèque en blanc à l'industrie, donc ça, c'est normal qu'il y ait des consensus qui soient trouvés entre les différents acteurs, mais n'était pas un frein absolu. Il y avait vraiment cette partie du texte et une autre qui avait fait moins de bruit mais qui est très importante à mes yeux, qui est l'interdiction du proof of work. Ça a disparu et c'est une bonne chose. 2, considérer les NFT comme actifs financiers, pour moi ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de logique. C'est-à-dire quelqu'un qui a une compréhension basique de l'écosystème, considérer tous les NFT comme des actifs financiers, que ce soit une jolie photo, de l'art ou un actif dans un jeu de métaverse, devoir faire une déclaration d'impôt parce que son héros dans son jeu sur la blockchain a une épée, c'est un petit peu compliqué. Et ça me semble peu cohérent de le faire. Même si peut-être que cette épée peut être échangée, etc. Mais cet aspect, nous, acteurs de l'écosystème, on a été très accompagnés en France par l'Association de défense des acteurs numériques, la DAN, en Europe avec une multitude d'associations européennes. Donc il y a vraiment eu un effort éducatif. Certains diraient lobby, mais vraiment, de notre point de vue, c'était apporter de la connaissance à ces acteurs législatifs. De ne pas tout mettre dans le même panier. Parce que c'est vrai que souvent c'est de l'incompréhension. On a vu sur quoi se sont basés justement les députés européens. Une partie des députés européens pour essayer de bannir Bitcoin, c'était sur des dossiers qui n'étaient pas forcément très fiables en termes de données. Qui est quelqu'un qui fait des fake news. Voilà, c'est comme si on avait confié toute la politique Covid à Didier Raoult. C'est effectivement... Après, c'est peut-être très politique ce que je viens de dire et chacun a le droit d'avoir son opinion, mais on est sur ce niveau-là. C'est-à-dire on a
quelqu'un qui avait dit en 2017, en 2020, Bitcoin utilisera toute l'énergie possible de la planète. Voilà. Effectivement, bon, Et a les priori, ça océans fonctionne encore. vont être épouillantés. Voilà, c'est dans ce cas, Sur ce que tu dis, Marc, c'est vrai que ça peut être, entre guillemets, considéré par une certaine frange comme du lobby, mais malheureusement, ça n'en est pas du tout, parce que c'est vraiment une façon de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne et de démocratiser le savoir, parce que c'est vrai que parfois, il y a des aspects un peu techniques qui font peur. Et donc, c'est vraiment ça le travail des acteurs, je pense. Et il faut le dire, c'est pas du lobby, c'est simplement essayer de faire comprendre ce qu'il y a derrière ces technologies pour que les gens se disent ah oui, d'accord, en fait, tout compte fait, c'est pas si mystérieux et enfumé que ça. Donc ça, c'est sûr que la semaine passée, avec tout ce qu'on a vu sur Twitter, on s'est demandé un peu ce qui se passait. Peut-être pour revenir sur Mika aussi, c'est vrai que la régulation, elle est importante. Alors c'est bien beau qu'un juriste vous dise ça, parce qu'à la limite, je prêche pour ma paroisse et je me frotte les mains quand il y a des nouvelles lois qui passent. Pas du tout. Parce que pour moi, pour le moment, c'est un casse-tête d'accompagner des projets. On me demande, ouais, ok, moi j'aimerais bien mettre un token de telle caractéristique, il va faire telle utilisation, ou j'aimerais bien faire ça, comment est-ce que je peux faire. Il y a aujourd'hui des réflexions que j'ai de bon sens, mais qui ne sont pas, entre guillemets, coulées dans un texte de loi. Et donc demain, c'est ce que je dis à certains clients, si vous êtes certain, si vous voulez aller directement sur ce point-là, il y a un risque que demain la législation soit modifiée. Et donc Mika va créer un framework sur des catégories d'actifs. Un actif adossé, un jeton adossé à un actif, un jeton qui a une fonctionnalité utilitaire, etc. Et donc on va avoir, je crois, dans Mika, il y a 7 catégories. Dans la version finale que j'avais lue, mais pas celle de la semaine passée, j'ai eu un gros week-end, il y avait différentes catégories d'actifs, et donc on a mis des cases, et derrière ces cases, il y avait une espèce de mode d'emploi à respecter pour dire, ok, tu veux émettre un jeton comme ça, donc tu dois faire un white paper, il doit avoir quoi comme contenu, quoi comme forme, etc., etc. Avec une petite protection du consommateur, et comme Marc le dit, c'était relativement positif pour l'écosystème, parce qu'on avait des lignes directrices dans, ok, tu veux faire ça, alors tu peux le faire, mais tu dois faire ça, 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 ça. Et c'est vrai que ça paraît un peu aberrant de se dire que les acteurs du secteur veulent de la régulation et veulent des règles, parce qu'en réalité, elles sont paumées dans cet univers qui est gigantesque, et à un moment donné, on aimerait bien avancer. Et si on n'a pas un cadre juridique, et Mika va apporter ce cadre juridique, on avance moins vite, ou de manière risquée. Donc oui, effectivement, super positif Mika. Et Mika, c'est combien de pages, que les gens comprennent un petit peu l'ensemble? 180, ouais, c'est ça. Le texte effectif, c'est à mon avis 120 pages, et puis il y a 60 pages d'annexes et de considérants, qu'on appelle ça, c'est le début. Donc ouais, c'est 180 pages. Et pour revenir du coup sur ce qu'on disait, peut-être Florian, tu as quelques points aussi intéressants à ce sujet-là. Parmi les interrogations qu'on a sur la DeFi, est-ce que la DeFi, la finance décentralisée dans son état actuel, on sait que c'est des industries très récentes, donc effectivement c'est elles qui souvent poussent la régulation pour qu'ensuite la régulation épouse au mieux les choses qui ont été faites, tout en protégeant le consommateur. On connaît bien ces enjeux-là, mais est-ce que dans les textes, la dernière version que tu as pu lire, il y a des choses qui menacent directement la finance décentralisée en ciblant des stablecoins par exemple, ou des échangeurs décentralisés en disant, bon voilà, les CAS ou les PSAN européens ne pourront pas utiliser ces services-là, ou ce genre de choses? Alors, donc les PSAN et les VASP, ce sont en fait des qualités qu'on a mis sur des acteurs, non pas dans Mika, mais via la directive anti-blanchiment. C'est vraiment une demande que ces acteurs, ces fournisseurs de services, les VASP, c'est les Virtual Asset Service Provider, c'est les fournisseurs de services en actifs virtuels doivent demander une autorisation au gendarme financier de leur État. Donc les PSAN, c'est les prestataires de services d'actifs numériques, et en réalité, ce sont 2 types de services qui sont fournis qui nécessitent une autorisation. C'est l'exchange crypto-fiat, c'est-à-dire vous avez donc un exchange sur lequel les gens peuvent acheter de la crypto avec du fiat, et inversement, là vous demandez une autorisation et donc avoir tout un dossier à rendre au gendarme financier et à respecter. Et deuxième cas, c'est le custodial wallet, c'est-à-dire si vous avez la clé privée pour compte de la personne qui va déposer des fonds chez vous, vous devez être aussi inscrit chez nous. Et là, de nouveau, c'est des règles qui sont relativement logiques au niveau de la protection du consommateur. Tu ne peux pas mettre tous des sous en banque et dire je vous fais confiance. Je pense que ça, personne dans l'écosystème ne s'y oppose. Ben, bien sûr. C'est normal de protéger. En fait, dès qu'il y a un lien avec le monde fiduciaire, c'est normal qu'il y ait des règles qui soient mises en place, et un contrôle et un certain cadre. Dès que les fonds des consommateurs sont détenus par une tierce partie, c'est normal qu'il y ait un cadre et qu'il y ait des protections qui soient mises en place, des assurances, ce genre de choses. Et
personne dans l'écosystème est contre ça en fait. Au contraire, c'est-à-dire ça donne un cadre, ça crée de la confiance aussi de la part des utilisateurs. Il ne faut pas vraiment avoir une vision binaire des choses en disant les acteurs de l'écosystème veulent zéro régulation, on veut que ce soit le Far West financier, etc. et advienne que pourra. Ou alors on veut que tout soit régulé et qu'il faut montrer son passeport avant de signer une transaction. Il y a vraiment un spectre là-dessus et l'écosystème l'accepte. Après, là où ça va grincer des dents, et ce n'est pas le cas à ma connaissance dans le texte actuel, c'est pour ça que Mika n'avait pas forcément mauvaise réputation, à part cette intrigue de palais qui a eu lieu sur le Proof of Work, dans le sens où les acteurs qui sont réellement décentralisés, réellement non-custodian, réellement ouverts et open source, etc., tu le mets là-dedans avait là-dedans, clairement, Uniswap est là-dedans, Curve est là-dedans, Compound aux États-Unis est là-dedans, etc. Les acteurs principaux de la finance décentralisée, qui justifient leur nom de finance décentralisée par cet aspect décentralisé, sortent de ce cadre, dans le sens où pourquoi il faudrait faire en sorte que l'utilisateur, ses fonds soient protégés, entre guillemets, s'il est lui-même en pleine possession à 100% et à tout moment de ses fonds. Alors bien sûr, des protections en termes d'audit de code, etc., ça c'est parfaitement acceptable. Oui, mais Mika va par exemple définir le contenu informatif qui doit être rédigé pour qu'un jeton type sur AV puisse être distribué aux utilisateurs. Ça me semble parfaitement normal. Oui, non, mais donc c'est ça, je veux dire, l'autorisation FSMA ou gendarme financier ne concerne pas AV et les DEX et la DeFi parce qu'ils sont vraiment décentralisés et donc ils n'ont pas, en fait, ils ne rentrent simplement pas dans le service que le VASP doit rend pour être agréé. Et ça, c'était le grand danger qui a été évité. Ouais. C'est que on considère AV comme AMSAN. Ce qui n'aurait aucun sens, parce qu'une DAO ne peut pas vraiment chercher une licence, ce serait compliqué. Une DAO n'est pas vraiment sur un territoire, c'est-à-dire s'il fallait AMSAN, ça veut dire que la DAO aurait dû toquer à la porte de l'AMF, aurait dû toquer aux gendarmes belges, enfin ça n'a aucun sens. Ça va être le gros problème. Ça va être le grand débat, c'est la reconnaissance d'une DAO dans le monde juridique. Est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Et ça rentre pas dans Mika, là, ça n'aborde pas du tout ces points-là. Pas à ma connaissance, non. Et il y a certains États, l'État du Wyoming a fait le test aux États-Unis l'année passée. Ils ont reconnu la DAO comme une limited, donc une société avec une personnalité juridique, une organisation avec une personnalité juridique, donc qui est sujet de droit. Ça veut dire qu'elle peut s'engager droits et obligations. Donc, intellectuellement, c'est génial parce qu'en réalité, on avance. Et ils ont fait un petit peu marche arrière quand même parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques problèmes. Et puis il y a eu, à mon avis, c'est une expérimentation qui est intéressante, à mon sens, où il y a vraiment certains régulateurs qui ont cette démarche d'être pionniers sur cette nouvelle manière de faire les choses au final. Et c'est plutôt encourageant, dans le sens où il y a de grandes chances que d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ait des cadres qui soient adaptés à ce type d'acteurs, ce qui permettra à l'écosystème de fleurir quand même dans un contexte qui apporte de la confiance, même si on est dans des systèmes qui sont censés être trustless, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin qu'il y ait de relations de confiance, mais où on sait que c'est pas n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe comment. À la décharge du législateur, et c'est pour ça que dans nos métiers et dans notre façon de fonctionner, moi j'ai une attitude un peu sceptique par rapport au message de dire attention, il ne faut pas rater le train de la crypto parce que sinon c'est les États-Unis et je le dis et je le pense, hein, mais je trouve qu'en termes de communication avec les législateurs, il faut arriver avec une approche qui est résolument positive et apporter une solution, de dire ok, on comprend vous stressez sur ce point-là, alors nous on vous propose de faire comme ça et donc vous allez mettre à la limite un cadre qui sera peut-être assez élargi avec une possibilité de le restreindre si vous voyez qu'il y a des abus, mais donc tu rentres dans une démarche assez proactive et de solutions, orientée solution. Ok, vous avez un stress parce que ceci, parce que cela, nous on propose ça comme solution. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à s'en rendre compte que éviter la discussion avec les entités politiques et législatives, ça n'a pas d'intérêt parce qu'en réalité, on va... Et ils sont à l'écoute ? De plus en plus. Moi, j'ai été auditionné, Christophe en parlait tout à l'heure, je crois, j'ai été auditionné en janvier par le Parlement belge, qui a un comité d'avis. Donc, c'est un comité qui a écouté toute une série d'acteurs de la crypto et de la blockchain en Belgique, académiques, profs d'UNIF, avocats, tous des gens du secteur, qui vont ensuite comprendre ce que c'est. Ils ont pris le temps de comprendre, et puis après, ils vont essayer de faire des propositions
de loi au Parlement belge qui va pouvoir ensuite éventuellement voter une législation fiscale, un cadre innovant. Moi, je proposais de dire, voilà, reconnaissez les DAO comme étant une entité juridique avec une personnalité, un peu comme le Wyoming, et on va pouvoir, entre guillemets, faire une espèce de sandbox et un bac à sable, on va pouvoir un peu regarder comment tout fonctionne, et éventuellement... C'est ce qui a fait le succès du Royaume-Uni sur la question de la DeFi, parce que c'était l'un des tout premiers acteurs européens. Ils étaient encore européens quand ils ont lancé ça. Bon, il s'est passé certaines choses, tout le monde est au courant. Mais la FCA, qui est l'équivalent de l'AMF français, et je ne connais pas le nom du régulateur. FSMA en Belgique, ont créé une sandbox pour les Electronic Money Institutions et parce que ça s'appelait pas la finance décentralisée à l'époque, mais c'était un peu ce concept-là, avait été parmi les premiers rounds à partir de l'année 2017, ce qui a donné un cadre, ce qui a permis à la société AV, pas au protocole, puisqu'une DAO, avoir une licence est compliqué, mais la société AV qui développe le code d'AV, d'avoir une licence Electronic Money Institution. Et l'Angleterre a vraiment tiré son épingle du jeu. Et aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs européens qui sont à Londres. La société AV est basée à Londres, incorporée à Londres aujourd'hui, parce que le régulateur a su détecter une opportunité et ils l'ont fait de manière relativement intelligente puisqu'on était dans une sandbox, quelque chose de limité, en disant il y a ce truc-là, c'est émergent, ça va peut-être marcher, ça va peut-être échouer, mais tant que vous êtes dans une taille raisonnable et que vous suivez un petit peu ces règles-là, allez-y, lancez-vous. Et c'est l'avantage de mettre dans la sandbox, c'est d'avoir entre guillemets un regard direct sur le protocole ou sur les projets pour voir l'évolution et mettre ce cadre assez large pour pouvoir éventuellement après... Il y a une vraie intelligence du régulateur anglais sur ces questions-là. Aujourd'hui, ça me manque en France. La France a eu je suis désolé de parler de la France alors qu'on est sur un sujet européen, mais c'est les acteurs que je connais le mieux. Avec Pierre Persson. Voilà. La France a eu quand même des initiatives, notamment sur les ICO. Ça a été l'un des premiers pays au monde à donner un cadre avec le fameux visa, AMF, etc. Est-ce que ça a marché ou pas? Bon, ça, c'est d'autres choses, mais au moins, il y a eu une volonté qui a été réelle. Les acteurs français sont assez à l'écoute. La DAN, par rapport à 2017, par rapport à 2018, maintenant il y a un vrai dialogue, que ce soit la Banque de France, l'AMF, etc. On a vraiment l'impression qu'on est passé de « c'est quoi ce machin, ça m'intéresse pas » à « c'est bizarre, ça fait peur » à « bon, ça existe, il y a un vrai écosystème, on va discuter ». Et cette évolution, elle s'est faite relativement rapidement pour ce type d'acteurs qui ont quand même une certaine inertie. Et en 5 ans, en une demi-décennie, on a vraiment maintenant un vrai dialogue. Mais l'étape d'après, c'est que ça se transcrive concrètement dans le droit positif. Oui, parce que tu le disais effectivement tout à l'heure, c'est une palette de couleurs, on n'est pas noir ou gris, enfin on n'est pas noir ou blanc, justement ça peut être gris, et ça peut avoir autant d'avantages pour que l'Europe devienne l'Angleterre de l'époque, justement, et qu'on vienne bâtir sur des choses solides en Europe parce que la loi le permet. Un dernier mot justement parce qu'on parle beaucoup là de MiCA et de ce qui ne va pas dans MiCA. On parle rarement de ce qui va bien et on va pas sortir de cette règle-là, même si je mettrai en description de la vidéo quelques liens si on veut aller plus loin et comprendre les choses qui vont bien dans Mika, sur les choses qui peuvent être moins bien. On en a parlé un petit peu au début, je voulais juste qu'on revienne un petit peu dessus sur les NFT. Quels risques ont aujourd'hui les NFT, les plateformes comme OpenSea, que ça soit avec Mika ou tu disais tout à l'heure, Florian, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, à devoir justement demander de KYC ou ce genre de choses. Où est-ce qu'on en est pour cette classe d'actifs? Tu l'as introduit tout à l'heure, Marc, en disant que ça pouvait être une classe d'actifs qui devrait être considérée, comme tu disais, actif financier. Actif financier, merci. Où est-ce qu'on en est? Alors, Vas-y. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que il est très dangereux et rarement optimum de réguler une technologie en tant que telle. Et les NFT, c'est une technologie. C'est-à-dire, c'est comment rendre quelque chose de digital, de numérique, avec une certaine rareté. Créer de la rareté dans l'espace numérique, c'est quelque chose de nouveau qu'a apporté la technologie blockchain. Et cette chose-là est unique et possède des métadonnées. En gros, un NFT, c'est ça. C'est-à-dire, on a une pièce digitale unique qui possède des métadonnées, on en fait ce qu'on veut. Et du coup, un NFT, ça peut être une image, c'est-à-dire ça peut être un certificat de « je suis propriétaire de cette image », ça c'est des trucs que les gens connaissent, les fameux CryptoPunk, Bored Ape, Collectible, etc. Ça c'est le truc, mais c'est qu'une toute petite partie du marché potentiel. C'est-à-dire si je suis une entreprise
qui veut tokeniser, faire de la facturage, tokeniser un contrat où je vais être payé à 90 jours d'une certaine somme, et je veux utiliser ça en collatéral pour faire un emprunt, vraiment de la facturage, c'est plusieurs milliards, je peux faire un NFT de mon contrat qui prouve que cette adresse qui possède ce NFT recevra dans X jours telle somme. Et ça, c'est un NFT aussi. Alors ça, c'est un actif financier, hein, clairement. Hein, ça, c'est une sécurité, c'est un actif financier. Ça devrait être régulé comme tel, normal. Par contre, une image, je ne suis pas sûr que ce soit un actif financier. Peut-être que ça s'échange, qu'il y a un cadre qui peut exister. Mais si c'est pas forcément quelque chose de spéculatif. C'est-à-dire, si c'est un actif dans un jeu qui n'a pas forcément de vocation à avoir une valeur monétaire, une valeur d'échange, est-ce que ça devrait être régulé pareil? Et le gros problème, c'est qu'on a eu cette vision englobante en disant c'est comme si on disait Internet, on peut faire des sites de e-commerce. Donc tout site Internet est une entreprise qui doit déclarer un chiffre d'affaires, même si on a juste un blog qui vend rien. Donc c'est un petit peu complexe comme manière de faire. Et j'espère qu'il y aurait plus de sophistication du côté du régulateur sur ce domaine-là, qui est en fait assez divers. Et il y avait aussi un point dans Mika par rapport aux NFT où on parlait des... Je pense qu'on disait que si les NFT étaient hors exchange, ils étaient interdits, et donc il n'y avait qu'une espèce de placement uniquement sur les exchanges pour les NFT, donc ce qui rendait un peu comme tu dis, sur certains points, il y a des trucs, c'est aberrant, quoi. On dit, ça retire toute l'utilité. C'est-à-dire, pourquoi être propriétaire d'un actif numérique si on ne peut pas le détenir soi-même? Du coup, si notre ownership, l'aspect qu'on soit propriétaire de cet actif numérique ne dépend qu'une base de données centralisée, excusez-moi, mais des points de fidélité dans mon compte d'agence, enfin bref, ou dans au supermarché, c'est la même chose. Hein. Ma cagnotte chez Auchan, compagnie aérienne ou des trucs comme voilà, ça, les Miles Visa. Voilà, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de plus-value technologique. La plus-value technologique, c'est l'ownership, c'est-à-dire être propriétaire de ces choses-là. Donc ça, c'est à surveiller aussi par rapport à À Mika et surveiller. les évolutions dans la fameuse discussion qu'on va avoir avant que ce projet soit voté en globalité. C'est ça. Et on en est, en termes d'échéance, dernier point là-dessus, on en est où justement sur les derniers allers-retours entre les trois parties avant que ça soit voté définitivement? Là, dans la mesure où la sous-commission a finalisé son vote sur le projet, le projet en tant que tel va être proposé au Parlement, et puis ça va aller au Conseil de l'Europe, Conseil européen, et donc ça c'est le trilogue entre les trois acteurs. Ça peut prendre combien de temps? C'est toujours difficile d'évaluer. Disons qu'il y a certains événements dans l'Est de l'Europe Qui pourrait peut-être accélérer ou ralentir le Ouais, traitement de c'est certains vraiment dans les dossiers. deux sens. Hein. Ouais, Ça c'est va vrai. soit Dans les- accélérer, c'est d'ailleurs Christine Lagarde qui veut mettre ses petites intrigues de palais là-dedans. J'aime bien cette expression, un truc de palais. C'est vraiment ça. C'est quand on change quelque chose qui est fondamental à 3 jours sans débat, ça s'appelle un putsch. Hein, Mais c'est pas passé du coup, mais c'est pas passé. Comme quoi, on peut avoir une certaine confiance dans nos institutions. Dans nos députés. parfois. Je mettrai là aussi en description pour que ça intéresse la loi en totalité. Voilà, encore une fois, on a abordé quelques points qui sont, sur lesquels il faut être attentif, parfois qui sont dangereux, mais il y a d'autres aspects positifs à la régulation qu'on a commencé à aborder, mais qui n'étaient pas forcément le sujet. On est également en live, je crois qu'il y a 2-3 questions. Oui, du c'est coup. ça, tout à fait, merci Val. En fait, en live, donc ici, j'ai une question ici justement, la question initiale qui avait été posée, c'était comment apporter l'innovation en Belgique, c'est par rapport à la blockchain justement, pour en faire un avantage compétitif au niveau fédéral. Et ici, je vois une question qui demande, voilà, pourquoi ne pas faire un tax shelter, ou bien un fonds souverain, ou bien avoir un fonds souverain européen? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est la première question. Et cette personne me dit, voilà, ici, un peu comme ce qu'il fait au Salvatore et Blockstream, pour les anciens qui connaissent Blockstream, c'est assez connu. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui était aussi sortie, c'est d'un autre auditeur qui demande, est-ce que AVV a un projet du style, donc avec le Portugal ou le Luxembourg? Donc voilà. Ah. C'est la deuxième question. Donc la première question peut-être sera plus facile. Et la deuxième sera par rapport justement au lien AVV, Luxembourg et Portugal. Donc voilà, merci. Alors, les gars, Alors, moi, sur la première question, je ne vais pas parler pour la Belgique parce que j'ai la chance d'être invité à Bruxelles, mais sinon, je découvre un petit peu l'écosystème local. Par contre, je peux parler de la France. La France a été assez pionnière dans l'Europe là-dessus, notamment avec la Banque publique d'investissement, qui est directement liée à l'État et à l'épargne des Français, avec la Caisse des dépôts et consignations, etc. Et la PPI a maintenant un pôle blockchain
directement d'investissement qui est dirigé par Yvan de la Tour, qui est On salue. quelqu'un de très actif dans l'écosystème et dans la communauté. On a de la chance d'avoir des acteurs comme ça liés à l'État français. Et bien sûr, on est sur des sommes homéopathiques par rapport aux fonds qui sont gérés. C'est quand vous êtes un Français, que vous êtes dans le livret A, qui est le compte d'épargne le plus populaire. Il n'y a pas tout votre argent qui est directement sur les actifs blockchain, ça se saurait vu les sommes en jeu. Mais c'est quand même un premier pas. Et je pense que ces initiatives vont continuer de se développer. Et on va de plus en plus avoir les États et les branches d'investissement qui sont liées aux États qui vont avoir une exposition sur les cryptos. D'un point de vue purement marché, il y a un point qui est très intéressant pour les fonds d'investissement ou pour les gens qui ont une gestion active de leur portefeuille. C'est ce qu'on appelle le ratio Sharpe, qui permet d'évaluer la volatilité potentielle et le risque. Bien sûr, je simplifie, c'est des domaines financiers complexes. Il est prouvé que avoir de la crypto fait augmenter le ratio Sharpe d'un portefeuille. Et aujourd'hui, même si on est pour ou contre le Bitcoin, les crypto-monnaies, si on est purement mathématique, si on gère un certain portefeuille, la seule solution logique, c'est d'incorporer, même à dose homéopathique, de la crypto aujourd'hui dans un portefeuille, par le fait que ces actifs-là sont souvent moins corrélés aux autres actifs. Et du coup, cette décorrélation permet d'équilibrer un peu la volatilité d'un portefeuille global. Donc aujourd'hui, même sans idéologie, sans conviction, la logique mathématique fait que ce type d'acteurs sont amenés à rentrer sur les marchés crypto. Juste un petit mot peut-être sur ce qui se passe en Belgique. Ouais, un tax shelter, ce serait une bonne idée, mais comme on en a discuté, il faudrait un cadre pour pouvoir permettre aux acteurs de savoir où ils vont aller. Donc Mika va peut-être donner un premier moyen d'y accéder. Donc, mais faire un tax shelter alors que les banques refusent tout transfert crypto-fiat. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée, mais c'est dans les étapes, c'est une étape peut-être un peu plus lointaine. Il y a des choses qu'il faut faire avant, et on en a déjà un petit peu discuté. Je pense que déjà, faire respecter la loi aux institutions financières, ce serait pas mal. Dans le sens où, si vous êtes un particulier ou une entreprise qui achète et qui vend de la crypto par un acteur qui est régulé, c'est-à-dire un MSAN ou le nom européen, quand une institution financière vous ferme votre compte du jour au lendemain parce qu'elle considère que c'est pas bien, a priori, si vous venez et vous sortez avec un acteur régulé, la loi est censée être de votre côté. Donc, première étape, les gouvernements doivent avoir le courage politique de dire il y a des lois, elles sont là pour être respectées. Normalement, dans une démocratie, c'est comme ça que ça marche. Effectivement, il y a quelques dysfonctionnements sur ce côté-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci Marc, merci Florian d'avoir dressé le tableau et de nous avoir un petit peu expliqué les dangers de Mika. Merci. Un grand merci.